Je m'en vais vous donner rapidement quelques informations pour vous permettre ensuite de pouvoir avoir le temps pour poser les différentes questions. Alors, donc, tout de suite, pour le Burkina Faso, nous avons enregistré le 22 mars 24 nouveaux cas, ce qui porte à 99 le nombre de cas, donc 89 à Ouagadougou, 4 à Bobo, 2 à Bormo, 1 à Oundé, 2 à Dédougou, 1 à Banfora, et vous avez 39 femmes pour 60 hommes. Alors, ceci étant, vous avez donc les 2 foyers initiaux qui sont donc à Ouagadougou, qui sont pourvoyeurs de la grande majorité des cas secondaires, un foyer à Oundé qui semble être circonscrit, et les foyers de Boromo et de Dougou qui sont en investigation. Donc, on poursuit donc le confinement et le suivi des contacts. En rappel, nous avons donc, comme je l'avais dit, 5 guérisons à ce jour et puis malheureusement 4 décès. Beaucoup d'entre vous s'étaient intéressés à notre charge de travail. Je m'en vais peut-être vous informer qu'au jour du 22, nous avons enregistré sur le serveur 42 077 appels. En réalité, il s'agit d'équipes de 10 personnes qui se relaient avec 10 postes et donc toutes les 8 heures. Donc, en principe, aujourd'hui même, on doit passer à 20 postes. Les contacts donc vus, effectivement, hier, étaient 556. Et les équipes chargées du suivi de ces contacts-là sont en fait travaillent en binôme. Donc, ils ont 6 superviseurs. Donc, quand on considère les 44 binômes, et donc rapportés aux 556 cas, ça veut dire qu'ils ont en moyenne 14 contacts à investiguer par jour. Vous voyez un tout petit peu ce que ça peut être. Alors, nous avons eu au total 33 alertes investiguées par nos équipes d'intervention rapide. Et les équipes d'intervention rapide, qu'on appelle les EIR, qui sont constituées d'hygiénistes, d'épidémiologistes et de préleveurs. Et nous avons investigué 33 alertes. Et nous avons également désinfecté un certain nombre de sites. Il s'agit de l'aéroport international de Ouagadougou, de l'Assemblée nationale, de 14 domiciles et d'une clinique privée. La question m'avait été également posée la dernière fois. Combien de tests avons-nous effectués pour avoir les positifs? Au jour d'hier, donc, nous avons effectué 181 tests pour avoir 99 positifs. Donc, ceci démontre l'intérêt d'une évaluation rigoureuse, épidémiologique et clinique pour ne pas avoir trop de déperditions quand on sait que les tests ne suffisent plus. Ce qu'on pourrait peut-être retenir, c'est qu'on a 3 foyers primaires, essentiellement 2 foyers donc primaires de Ouagadougou, qui sont les plus grands pourvoyeurs de cas secondaires, et un foyer primaire donc à Oundé qui a été circonscrit. Je vous l'ai dit tantôt, le malade se porte très bien. Les contacts donc, vont bientôt sortir de la cohorte de suivi. Mais quand même, je voudrais terminer en revenant sur le test. Alors, de nombreuses personnes nous interpellent pour des tests parce qu'ils sont soit en contact, ils pensent avoir été en contact avec des personnes malades ou pensent se sentir malades, etc. Je voudrais
je voudrais indiquer que les tests ne sont pas faits systématiquement lorsqu'on a un contact avec un sujet malade. Les tests sont faits quand effectivement on a un contact avec un sujet malade ou on vient d'une zone où il y a des cas et qu'on développe des signes de la maladie. Entre le contact supposé être infectieux et les signes, les tests sont négatifs. C'est ce qu'on appelle la période d'incubation. Voilà, donc il faudra faire attention, on ne doit pas tester systématiquement tout le monde. Je vous remercie. Abel Kouakou, journaliste à Fasozine. Professeur, depuis hier, il y a des rumeurs qui circulent qui font état de ce que plusieurs personnalités, dont notamment le chef de l'État, sont sous surveillance médicale. Qu'en est-il exactement? Je vous remercie. Je vous ai tantôt dit que je gère des malades et non pas des identités en fait. Donc si vous estimez qu'il y a une personnalité ou quelqu'un qui est touché, peut-être approchez-vous de la personne, je pense que c'est plus simple. Je suis Bernard Bougoum du site en ligne wakarsira.com. Wakarsira.com, j'allais dire. Alors, ma préoccupation, c'est au niveau des réanimateurs qui posent vraiment le vrai problème. Alors, selon nos informations, on n'a même pas une vingtaine au Burkina Faso. Or, on est déjà à 99 cas. Alors, qu'est-ce qui est prévu justement pour juguler cette préoccupation? Merci. Je voudrais revenir sur l'évolution et l'histoire naturelle de cette maladie-là. En fait, généralement, la plupart des malades font peu de signes. Il y a peu de malades qui vont faire des signes et peu de malades qui vont nécessiter de la réanimation. Donc, je pense que le problème n'est pas tant le problème de réanimer, mais d'éviter la transmission de la maladie qui va amener ces cas-là et parmi lesquels il y aura les cas graves. Mais ne vous inquiétez pas, pour le moment, nous ne sommes pas débordés par donc, les cas qui nécessitent la réanimation. Bassolé Herman Frédéric du journal lefaso.net. Et ma question concerne ceux qui ont été déjà guéris. Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait pour ces personnes-là? Merci. Alors, d'abord, quand on est guéri, on vous informe que vous pouvez à nouveau être infecté par la maladie, même si vous allez faire des signes mineurs. Donc, nous sommes toujours dans un contexte épidémiologique. Il faut que ces personnes-là fassent attention. Mais également, selon la disponibilité des tests, on fera un test au bout d'une semaine pour confirmer que ces gens-là sont totalement et définitivement guéris. Dermé Abouaka, du journal L'Observateur Palga. Voilà, on a vu sur les réseaux sociaux parler d'un avion médicalisé en provenance de la Suisse qui a atterri au Faso. Et la rumeur a vraiment couru qu'il s'agit de membres du gouvernement qui seraient venus chercher. Qu'en est-il exactement? Non, il s'agit d'un patient non burkinabé qui a activé son assurance internationale et qui est venu donc, qui a envoyé un avion spécial et qui est venu le chercher. C'est un patient non burkinabé. Et donc l'acheminement du patient a été réalisé dans de bonnes conditions, donc assuré par nos hygiénistes. Et ce patient a pu prendre son vol dans des conditions sécurisées. Et donc il est parti, il s'agit d'un non burkinabé. Je vous le confirme. C'est un non burkinabé. Je suis Jordan Meda, journaliste à Info Wakat. Moi, j'aimerais savoir, il y a des rumeurs aussi qui courent comme quoi la contamination au Covid pourrait se faire aussi par les liquides corporels, comme par exemple la sueur, la salive, etc. Est-ce que, les gens pensent que c'est un peu comme Ebola. Est-ce qu'aujourd'hui le professeur peut nous dire, peut trancher une bonne fois pour toutes sur le mode de contamination? Parce que les gens disent, bon, si tu transpires, que moi je te touche, je vais être contaminé. Merci. Je dis que la contamination est essentiellement respiratoire et la contamination se fait à travers les gouttelettes qu'on peut projeter à travers le rire,
l'éternuement, la toux, la parole. Ce n'est pas au contact donc, des fluides corporels. Je dis, ce n'est pas au contact des fluides corporels. Alors là, il faut le rapporter donc, à la communauté une bonne fois pour toutes, pour bien éclairer les mesures de prévention. Alice Kiombiano, Burkina 24. Je voulais demander au professeur si les 5 cas qui ont été guéris, vous avez utilisé la chloroquine. Et demander aussi si on peut l'utiliser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés dans les pharmacies acheter énormément. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Merci. Alors, cette question revient très souvent. Mais je dis, pour les 5 cas, nous n'avons pas utilisé de la chloroquine. Nous n'avons pas utilisé de la chloroquine. Effectivement, il paraîtrait que la chloroquine peut être d'un apport dans la prise en charge de ces cas-là. Et je l'ai dit tantôt que ce n'est pas validé. Effectivement, même quand l'OMS n'a pas validé un protocole, il peut appartenir à l'équipe technique d'un pays souverain de décider de l'utiliser. Mais pour le moment, nous n'avons pas recommandé son utilisation. Donc je crois que ce n'est pas le lieu d'aller en pharmacie et d'épuiser les stocks de chloroquine pour rien. Je crois que pour le moment, ça ne sert à rien. Je n'ai pas dit que ce n'est pas utile. J'ai dit que ça ne servirait à rien d'aller vous en procurer. Yehoun Salif Daniel, je suis son interprète, Reuters. Ok, merci. Alors, sa question est la suivante. Les experts disent qu'il y aurait des cas non détectés jusque-là. Pensez-vous qu'il y aurait beaucoup de cas non diagnostiqués au Burkina Faso? Si oui, combien? Alors, je reviens encore à l'histoire naturelle de ce virus. Je vous ai dit qu'il est supposé qu'un malade infecte en moyenne 3 personnes avant d'être dépisté et traité. Donc, c'est dire qu'on peut penser que tant qu'on n'a pas circonscrit tous les cas contacts, épuisé leur suivi et attester qu'il n'y a plus de malades, on peut penser qu'il y a probablement des cas à venir dans la société. Parce que tout le monde ne tombe pas malade en même temps. La période qui sépare le contact des premiers signes n'est pas la même chose chez tout le monde. Il peut s'agir d'une semaine, de 10 jours, de 15, de 14 jours, etc. Donc, on peut supposer que très probablement, dans les prochains jours, on aura encore des cas. Tant qu'on n'aura pas épuisé la chaîne de transmission, en fait, on peut espérer. Surtout quand on y ajoute un peu le caractère contextuel de nos populations, qui est qu'il y a un retard à la consultation. Et surtout que souvent, il y a même, ils appréhendent un peu le fait d'aller consulter. Donc ça fait qu'on peut supposer qu'il peut y avoir plus de contamination avec ce retard à la consultation et à la prise en charge. Donc on peut penser qu'il y aura probablement un peu plus de cas dans les jours à venir. Mais dans tous les cas, je pense que progressivement, nous allons parvenir à circonscrire, non seulement en détectant les cas, en les surveillant, en les prenant en charge pour pouvoir extirper l'épidémie de la population. Professeur, je suis Jean-Yves Nébier, rédacteur en chef d'Infosciences Culture. Alors, j'aimerais savoir aujourd'hui quel est le plan d'acquisition des équipements et des réactifs. Le plan d'acquisition, il suit en principe des plans conventionnels. Il y a des laboratoires qui fabriquent les réactifs, donc il faut suivre seulement les plans conventionnels. Par exemple, il y a le couloir de l'OMS, il y a le couloir de l'OAS, il y a des laboratoires qui proposent un certain nombre de réactifs. C'est à nous, équipe technique, d'apprécier donc la qualité de ces réactifs-là. Et puis bon, on procède donc à leur commande. Mais vous voyez que, par exemple, l'aéroport est fermé, mais nous avons par exemple des réactifs qui sont en train de venir, donc par DHL, etc. Donc il y a bien des plans pour, en situation d'épidémie pour pouvoir contourner tout ça. Koumbem Idrissa, Radio Liberté. J'ai toute une série de questions. D'abord, c'est les symptômes de la maladie. Est-ce qu'on peut dire que les symptômes, c'est de façon cumulative, puisqu'on parle de la toux, la fièvre? Est-ce qu'il faut attendre à avoir tous ces mots-là avant de pouvoir, ou bien un seul peut constituer un cas d'infection de coronavirus? Ça, c'est la première question. La deuxième question, avec 100 cas et de nouveaux foyers également, on sait que vous avez dit que les deux principaux foyers, c'est Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.
Est-ce qu'à l'étape actuelle, on peut penser à mettre ces 2 villes en quarantaine? Ça, c'est la deuxième préoccupation. La troisième préoccupation, il y a des rumeurs qui courent comme quoi le personnel soignant au niveau de Tenganou sont un peu débordés et ils appellent même des volontaires. Est-ce que c'est confirmé? Et également par rapport aux malades, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire un état en fonction, combien de cas graves on a, combien de personnes sont en attente d'être en tout cas guéries, en tout cas est-ce qu'on peut avoir le chiffre de ces personnes-là? Et pour terminer au niveau du confinement, alors on parle d'autoconfinement. Concrètement, est-ce que quelqu'un qui sent qu'il présente un peu les symptômes de la maladie et il se retranche, est-ce qu'il y a des secours qui peuvent venir à cette personne ou bien la personne s'isole dans son coin et il est là-bas quand on sait que, bon, on se demande les conditions pour pouvoir se nourrir puisqu'il peut pas être en contact avec les gens, comment concrètement cela peut se faire. Et je termine pour faire une proposition, une suggestion, peut-être au niveau du cycle. Est-ce qu'avec l'évolution de la situation, il ne serait pas mieux de faire le point et envoyer peut-être les trucs à la rédaction? C'est vrai qu'ici, le nombre ne dépasse pas les 50, mais en tout cas, ce n'est pas du tout prudent aussi. Voilà. Merci. Je commence par votre suggestion qui sera reversée donc, à l'autorité de la communication. Et on étudiera les éléments techniques et on confrontera avec les décisions de l'autorité de la communication. Alors, les symptômes, les maîtres symptômes, c'est les symptômes respiratoires. Quand vous dites par exemple je suis grippé, vous voyez souvent les gens disent je suis grippé, je tousse, j'ai la gorge nouée, je suis enrhumé, etc. Mais il y a la fièvre. Évidemment, je vous ai dit tantôt que le malade peut présenter peu de signes. Il y a des malades par exemple qui ne présenteront pas de fièvre, qui ne sauront même pas peut-être qu'ils ont fait une infection à coronavirus. Donc je crois que quand vous avez une suspicion quelconque, et ça c'est une question intéressante, quand vous avez une suspicion quelconque, il ne faut pas attendre de réunir tous les symptômes avant de dire venez à moi. Il faut déjà appeler pour qu'on soit un peu plus éclairé. D'accord? Ça peut être une forme plus. Alors, vous parlez tantôt de la mise en quarantaine de Bobo et Ouaga. Nous sommes une équipe technique. Nous faisons une analyse technique de la situation. Il appartient à d'autres instances de mettre en quarantaine, étant donné que la mise en quarantaine n'inclut pas seulement que des aspects thérapeutiques. Ça inclut un certain nombre de facteurs, un certain nombre de choses qui sont multifactorielles. Donc je pense qu'il faudra peut-être que nous, on réverse tout simplement notre appréciation de la chose et la décision de mise en quarantaine donc suivra son cours s'il le faut. Vous dites que vous avez eu dire que le personnel était débordé et qu'on appelle à des volontaires. Bon, je suis surpris. Je suis surpris. Évidemment, la charge de travail est telle que nous tournons 24 heures sur 24. Nous avons pratiquement des équipes volontaires motivées et de plus en plus étoffées. Et je ne sais pas quel personnel vous a rapporté ça. Heureusement que vous avez dit que vous avez entendu dire. Sinon, le personnel m'aurait rapporté. Mais de toute façon, nous veillons toujours, parce qu'un personnel qui se fatigue est un personnel qui baisse sa garde, donc un personnel qui s'expose. Donc nous veillons à ce que le personnel soit relativement à l'aise pour travailler. Nous sommes conscients du risque et nous faisons attention. Alors, vous demandez pour le confinement. Alors, qu'est-ce qui est fait pour accompagner le confinement? Alors, le confinement, en réalité, c'est pour le moment, nous sommes, vous parlez des cas contacts, je suppose. C'est de l'autoconfinement. La personne, en dehors des mesures de sécurité, pour le moment, je dis, en dehors des mesures techniques de sécurité que nous faisons pour l'accompagner et pour la surveillance et pour éviter qu'il transmette éventuellement la maladie, la personne vit chez elle comme si elle y était. Elle vit chez elle comme si elle y était. Je vais dire, elle pourvoit sa nourriture, etc. Voilà. Donc, mais nous l'accompagnons pour que non seulement elle ne puisse pas transmettre la maladie, et également, au cas où la personne développe la maladie, qu'on puisse venir
non seulement faire le diagnostic rapidement, l'extirper et aller le prendre en charge. Alors, vous avez parlé des cas graves, je ne me rappelle plus très bien. Est-ce que vous pouvez me reformuler votre question là? On a 99 cas, donc vous avez fait le point 5 guéris et malheureusement 4 décès. Tout à fait. Et si je fais la sommation, ça veut dire qu'il reste 90 personnes voilà, qui sont malades. Je parle de leur état en fonction, est-ce qu'il y a combien de cas graves, est-ce qu'il y a des cas moins graves, est-ce qu'on peut avoir le bilan exact comme ça? Alors vous demandez des choses qui sont... Alors, je vous ai dit tantôt, il faut, c'est vrai, dire certaines vérités, mais il faut éviter aussi d'alarmer. Est-ce qu'il est peut-être le lieu de vous dire il y a tant de personnes qui sont sous respirateur, tant de personnes qui sont sous réanimation, tant de personnes... Je crois que ce n'est pas le lieu. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a très peu de cas sous oxygène. Très peu de cas sous oxygène. Professeur, vous avez dit qu'on peut avoir la maladie sans présenter de signes. Est-ce qu'on peut guérir sans savoir qu'on a été malade? Et dans ce cas, si on ne présente pas de signes, est-ce qu'on peut contaminer quelqu'un? Merci. Alors, vous avez raison, je l'ai dit, on peut présenter la maladie et guérir sans savoir qu'on a eu la maladie. Et c'est malheureusement ces cas qui sont à la limite épidémiologiquement un peu plus dangereux, pas parce qu'ils vont mourir, mais parce qu'eux transmettent sans être vraiment malades en fait. Et ce sont ces cas-là qui peuvent répandre insidieusement la maladie parce qu'ils ne savent même pas. C'est pour ça qu'on a dit de limiter les regroupements, les confinements, de limiter les contacts, parce que vous ne savez pas qui présente des cas possibles symptomatiques, c'est-à-dire avec très peu de signes, qui vont penser non, bon, j'avais juste un petit rhume, la gorge qui gratouillait un petit peu, mais qui sont en réalité contagieux. Donc, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Et ces cas-là sont importants épidémiologiquement. Jordan Meda de Info Wakat. Tout à l'heure, le professeur parlait d'une série de désinfections qui a eu lieu notamment à l'Assemblée nationale, à l'aéroport, dans des domiciles et dans une clinique. Ne m'en voulez pas si je parle encore de rumeurs, parce qu'il y a des gens qui aiment ça, qui disent que par exemple il y a un avion qui est en train des hélicoptères qui vont déverser des désinfectants en ville et tout. Est-ce que ce ne serait pas peut-être parce que certains ont vu une désinfection en cours dans les lieux cités là que ça a été extrapolé, ou bien est-ce que dans le plan de riposte on prévoit une désinfection des villes? Rassurez-nous ou éclairez-nous. Merci. J'ai cru lire quelque part qu'on allait déverser de l'acide effectivement sur la ville de Ouaga et on demandait aux gens de se protéger. Non, ce n'est pas prévu. Et d'ailleurs, si on doit désinfecter, ce n'est pas pour mettre la vie des gens en danger. Et donc, peut-être que les gens ont profité, comme vous le dites, d'une de nos actions pour peut-être propager de fausses nouvelles. Mais sinon, en tout cas, à ma connaissance, au niveau de la riposte, au niveau des équipes techniques, il n'est pas prévu donc, ce mode de désinfection. Et même si ça l'était, ce n'était pas avec de l'acide. Bernard Bougoum de Ouakkar Sira qui revient. Alors, le professeur nous rassure qu'on a peu de cas, en tout cas, qui souffrent de problèmes d'oxygène. Alors, mais je reviens encore sur la charge, puisqu'on est qu'au début de cette pandémie, quand on voit l'évolution dans les autres pays. Et concrètement, dans les jours à venir, si d'autres cas surviennent, qu'est-ce qui va être vraiment fait pour soulager les populations, pour guérir en tout cas ces malades qui en souffriraient? Ma dernière question, c'est est-ce qu'à Ouagadougou, il y a des quartiers ou des zones qui, selon vos informations, sont les plus touchées? Et si oui, qu'est-ce que vous prévoyez dans votre plan pour vraiment limiter la propagation à ce niveau? Merci. Il faut vous rassurer. Même pour les cas graves, en fait, tous les cas graves n'ont pas besoin d'oxygène ou de respirateur. L'oxygène, c'est quand on vous met, vous voyez, le gaz, là, ce que les gens appellent le gaz. Le respirateur, c'est quand l'organisme lui-même n'arrive plus à activer la mécanique. En ce moment, on vous branche un appareil qui vous aide à assurer ça. Mais vous voyez qu'on peut même déjà oxygéner sans mettre un respirateur. Et c'est quand vraiment ça devient très grave qu'on met le respirateur. Donc ne vous inquiétez pas,
le Burkina Faso ne risque pas d'être en rupture d'oxygène. En fait, c'est des patients généralement qui méritent une attention plus particulière. Donc des soins, ce que nous appelons des soins intensifs. Mais les soins intensifs, bon, on peut aller jusqu'à effectivement de la réanimation, mais généralement, donc ne vous inquiétez pas. Par rapport au quartier, nous n'avons pas fait une cartographie récente, mais les malades sont un peu éparses en fait. Et c'est là un tout petit peu la petite difficulté de la prise en charge. C'est pour ça que je voulais effectivement attirer votre attention qu'il faut vraiment qu'on respecte les mesures, non seulement d'autoconfinement, mais également qu'on respecte les mesures de prévention. Comme votre collègue vient de le dire, vient de le soulever, on peut être malade sans le savoir ou développer peu de signes. Donc, ce n'est même pas tant là où se trouvent les malades le problème, parce que les malades vont circuler. Les malades vont circuler, donc il faut travailler à limiter les mouvements, à limiter les rapprochements, à limiter les grands groupes, à limiter le confinement, à se déclarer et permettre de circonscrire l'épidémie. C'est Jean-Yves Nébier qui revient. Alors, professeur, éclairez-nous, quelle est la différence entre un confinement, la quarantaine, l'autoconfinement? Une quarantaine, comme vous le dites, c'est une mise en quarantaine. C'est donc, c'est utilisé comme ça, mais c'était en rapport avec le nombre de jours. On disait mettre quelqu'un en quarantaine, c'est le mettre un peu à l'écart. Alors, l'autoconfinement, c'est la personne qui doit décider d'elle-même d'adhérer aux mesures de confinement, donc s'auto-confiner. Je sens que je ne suis pas bien. On m'a dit que si je ne suis pas bien, je risque de contaminer les autres, ou bien j'ai été en contact avec un malade et je suis sous surveillance, donc par rapport aux recommandations, je m'auto-confine. À la limite, ça fait appel à de la sagesse, à du civisme. Ça, c'est de l'autoconfinement. Le confinement, c'est le confinement. Le confinement peut être un confinement médical, institutionnel, comme il peut être de l'autoconfinement. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez de participer et d'adhérer et d'accepter. Par exemple, on vous dit, vous vous appelez, on vous dit, un tel, voilà, j'ai ça, etc. On vous dit, bon, c'est que vous allez faire. À partir d'aujourd'hui, vous allez rester à la maison, vous allez porter un masque, vous allez essayer d'avoir une certaine distance de sécurité avec les autres, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et puis le lendemain, on vous retrouve là dans la première boutique du quartier parce que vous manquez de sucre ou de café, vous allez rapidement pour acheter. Vous voyez, donc vous voyez que vous-même, vous n'avez pas respecté votre autoconfinement. Estelle Judith Assogba de la RTV. Moi, je voudrais revenir sur les sites qui ont été désinfectés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les critères de choix de ces sites qui ont été désinfectés, dont l'Assemblée nationale et puis 14 domiciles? Alors, généralement, lorsqu'un site a abrité un cas confirmé, lorsque nous enlevons le cas, nous procédons à la désinfection. Que ce site soit privé, que ce site soit public, ou quel que soit le site situé. Donc nous procédons donc à la désinfection du site. Donc pour les familles, il peut s'agir par exemple d'un cas contact qui était sous surveillance et qui a développé des signes. Et lorsqu'on va, on enlève le cas et on procède donc à la stérilisation. Donc pour ce qui concerne les lieux publics également, ça obéit à un certain nombre de règles comme ça. Je vous remercie.